Autre sujet à présent. Philippe de Villiers, et je sais que ce sujet vous tient à cœur. Depuis longtemps, vous en parlez, et vous avez, vous l'avez dit d'ailleurs ouvertement, une parole libre. Et c'est le sujet de la fin de vie. Il y a 53 personnalités qui ont interpellé les sénateurs dans une tribune donc collective, une tribune publiée chez nos confrères du Figaro. La mort provoquée ne saurait constituer un legs utile pour 2026. 53 personnalités interpellent les sénateurs. Les signataires de ce collectif de 53 personnalités, vous avez les anciens ministres Jean Leonetti, François Braun, qui appellent les sénateurs à un sursaut éthique pour empêcher l'adoption du texte, Philippe de Villiers. Pourquoi souhaitiez-vous en parler aujourd'hui ? Je souhaite en parler parce que le vote va avoir lieu au Sénat dans quelques jours, dans quelques heures. Et qu'en fait, le Sénat s'est couché. Contrairement à ce qu'on pouvait penser. Le Sénat a repris le texte de l'Assemblée. Et si je souhaite en parler, c'est parce que j'ai été impressionné par la tribune collective des 53 personnalités du monde médical qui pèsent lourd, dont les 2 anciens ministres de la Santé. Et j'ai pris une décision. C'est d'encourager à la signature d'une pétition de la Fondation Lejeune, pour laquelle j'ai un profond respect, une grande estime, qui s'appelle Stop Euthanasie, stop-euthanasie.fr. Pourquoi ? Qu'est-ce que nous disent ces personnalités ? 2 choses. Premièrement, nous sommes à la veille, écoutez-moi bien, chaque mot est pesé, d'un basculement éthique majeur. Et deuxièmement, c'est un mensonge, ce qu'on nous vend, parce que les Français ne sont pas pour l'euthanasie et le suicide assisté, ils sont pour les soins palliatifs, comme l'a montré un sondage courageux de la Fondapol, publié par le journal Le Figaro, le lundi 15 décembre dernier. Les Français sont majoritairement opposés à l'euthanasie, au suicide assisté, et largement favorables à ce que l'ensemble des départements français soient dotés de soins palliatifs. Alors maintenant, allons au fond des choses. Parce que ce que je vais vous dire, personne ne le dit autre part. Je me sens seul, sur la crête, sur la cime de la souffrance de ceux qui se taisent, parce qu'ils sont eux-mêmes dans la souffrance et qu'ils ne peuvent plus parler. Nous sommes devant un renversement anthropologique inouï. Et vous allez comprendre pourquoi. Jusqu'à présent, la non-assistance à personne en danger est un crime puni par le Code pénal. Demain, quand cette loi sera votée, publiée, la non-assistance à personne en danger deviendra une vertu civique, familiale, médicale, légale. Deuxièmement, c'est un renversement anthropologique qui est un immense retour en arrière, de 25 siècles. C'est un retour en arrière vers l'âge pré-hippocratique du nom Hippocrate, du nom de ce médecin qui a défini les bases de la médecine, qui a défini l'éthique médicale en disant à peu près ceci: le soignant soigne, le médecin sauve, le médecin n'est pas un tueur, ce n'est pas lui qui apporte la mort, et à aucun moment la mise à mort ne peut être le prolongement du soin. En quoi sommes-nous à la veille d'un grand retour en arrière? Je vais dire les choses de manière précise. Il y a une alliance asymétrique, je dis bien asymétrique, entre le soigné et le soignant, qui repose sur un acte de confiance ineffable.
cet acte de confiance ineffable ne peut souffrir aucun soupçon. Voilà donc que, avec le Sénat, puis ensuite le retour à l'Assemblée, on prépare un fait nouveau, un événement majeur pour la société française, le crime d'euthanasie va devenir légal. On pourra tuer son enfant, on pourra tuer son patient, on pourra tuer son parent. La mise à mort sera le prolongement du soin et il suffit de faire un petit voyage, l'Oregon, le Canada, la Belgique, pour voir que, naturellement, ça ne s'arrête pas aux fins de vie. Et d'ailleurs, on est devant un tissu de mensonges, avec l'euphémisation orwellienne. On nous parle de fin de vie, mais en même temps, à l'Assemblée, ils ont bien expliqué que tous les incurables, les handicapés, les maladies chroniques étaient concernés. Donc c'est un mensonge de parler de fin de vie. Loi de fraternité, tuer n'est pas fraternel. Sauf à vivre dans une société barbare, tribale. Et puis, parler de aide active à mourir, c'est un mensonge. Et vous savez pourquoi ils n'osent pas parler d'euthanasie et de suicide assisté? Parce que ça a déjà été pratiqué ailleurs. Et voilà le cœur du problème. C'est qu'en fait, nous sommes sur la route de l'eugénisme. Qu'est-ce que c'est l'eugénisme? C'est la sélection de l'espèce, la sélection de la race, la sélection humaine pour aller vers l'enfant parfait, vers le vieillard parfait. Et ça a été pratiqué par une loi du 14 juillet 1933 qui a ainsi libellé « Les personnes incurables auront droit à une mort miséricordieuse ». Oh, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Et donc, en fait, là, on ne tue plus au nom de je ne sais quelle considération médicale. On tue au nom de la compassion, on tue au nom du bien. Nous sommes devant un changement de repère, c'est-à-dire, en fait, le sens du bien et du mal est inversé, même inverti. Et je pense souvent à la phrase de Bernanos qui dit « La civilisation moderne n'est qu'une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. » Alors moi, en cet instant, j'ai envie de lancer un appel à toutes les autorités morales, spirituelles, politiques, à toutes celles et tous ceux qui ont une responsabilité dans la société, aux sénateurs, qui sont les premiers concernés, à Bruno Retailleau. On s'est battus ensemble. Il a dit l'autre jour dans une émission ma langue maternelle, c'est l'économie. Non, sa langue maternelle, c'est la vie. On s'est battus pour la vie. Et je lui dis, continue à battre pour la vie. Tu ne peux pas laisser faire ça au Sénat. Il ne faut pas que le Sénat se couche. Il faut que le Sénat se dresse. Parce que pendant que nos paysans meurent, pendant qu'on euthanasie les vaches, on se prépare à euthanasier le petit homme, l'homme. Macron restera dans l'histoire comme quelqu'un qui aura inscrit la préférence pour la mort dans la Constitution et qui s'apprête, c'est son dernier geste, pour que cette année soit utile, dit-il, à euthanasier ceux qui ne correspondent pas au modèle de la Start-up Nation. C'est un scandale absolu. Vous verrez que dans 100 ans, ou plus tard, cette bande-là, cette bande, ce texte, ces images, ils ressortiront. Mais ce sera trop tard, pour nous. Mais en tout cas, je l'aurais dit. Et je ne voulais pas mourir avant de l'avoir dit. Et c'est la ligne de cette émission, c'est la parole libre. Voilà. Une parole qui peut... Le modérateur que je suis aurait pu vous dire, le parallèle que vous avez fait est un parallèle qui peut choquer, peut-être excessif. Mais c'est la parole libre, et je me permets évidemment... Oui, alors je sais que... Oui, alors, je me suis demandé, parce que maintenant vous vous auto-modérez parfois. Oui, alors... Vous faites appel au Saint Arcom plus rapidement que moi, vous le dégainez plus vite. Donc vous vous rendez compte là, de ce qu'on est en train de se dire là? Oui, c'est lourd. Vous êtes en train de me dire,
Ah oui, mais attention quand même, parce que l'ARCOM, parce que sinon on va être interdit, parce que sinon Philippe de Villiers va être interdit d'antenne, parce que sinon... Je préfère en sourire. Et puis, non mais attendez, on est là pour quoi, là? On est là pour dire la vérité aux Français. Et vous savez, je vais vous dire un truc sur l'ARCOM. La vérité ne triomphe jamais, mais ses ennemis finissent toujours par mourir. Vous êtes revenu en pleine forme, Philippe de Villiers. Ouais. Et je sais à quel point... Oui, parce que moi, je viens pas là pour des prunes, je viens pas là pour manger des pommes, je viens pas là pour... Ça, vous l'avez fait en 95. Voilà. Je viens là pour dire des choses que personne ne dit. Et c'est pour ça que vous les dites, et c'est pour ça que cette émission marche, Philippe de Villiers. Voilà. Il nous reste... Et vous savez, la phrase de Seuran, on commence à vieillir lorsqu'on se contente des ennemis qu'on a sous la main. Et c'est pour ça que vous êtes terriblement jeune. J'aurais aimé vous parler d'une toute dernière information qui vient de tomber, et l'expert, l'homme qui a eu 1000 vies, et notamment une vie politique, pourrait me traduire ce que je lis d'un média de confiance, label de confiance, qui nous vient de l'agence France Presse. Le Cornu a demandé au ministère de l'Intérieur de préparer d'éventuelles législatives aux dates des municipales. Ils ont bien compris que la motion de censure, il pouvait tomber. Et si motion de censure votée à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, si le gouvernement tombe, c'est dissolution. Donc il y a un vrai point de bascule la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Je me trompe? Ah, c'est formidable, oui. Formidable, l'ARCOM va rien dire. Là. Je sais pas vous modérer. Philippe de Villiers, je voudrais vous... Et c'est vous qui avez décidé ça, évidemment. Vous voulez parler de Brigitte Bardot. Oui. Brigitte Bardot, elle vous avait rendu hommage il y a 2 ans, 1 an et demi, pour son anniversaire. Elle avait été interviewée par nos confrères de Valeurs Actuelles. Elle avait dit « J'ai de l'espoir en pas grand monde. » Si, Philippe de Villiers. Je l'aime beaucoup. Malheureusement, il ne fait plus de politique. Je crois qu'il en est dégoûté à jamais. Mais c'est un homme d'une sagesse et d'une qualité formidable. La seule personne, à mon avis, qui pourrait sauver la France, c'est lui, Philippe de Villiers. Elle nous a quittés des suites d'un cancer le 28 décembre à 91 ans. On a été bouleversé évidemment par les obsèques cette semaine à Saint-Tropez. Vous voyez ces images qui nous parviennent. Quel message vous souhaitez adresser à Brigitte Bardot? Je suis triste parce que j'aimais beaucoup Brigitte Bardot depuis longtemps. On se connaissait bien. Depuis 1986, quand je l'avais accueilli au ministère de la Culture. On avait beaucoup parlé et on s'est jamais abandonné. On a eu un moment délicat sur la protection des animaux quand on a mis des fauves au Puy du Fou, au stadium, mais la parenthèse a été fermée. Ce que je voudrais vous dire, en fait, en forme de confidence, puisqu'on n'est que tous les trois, c'est que moi j'ai eu la chance dans ma vie de connaître 2 personnalités, 2 stars, 2 légendes vivantes du cinéma, Alain Delon, Brigitte Bardot. Et je puis témoigner qu'ils s'aimaient l'un et l'autre et que même ils s'éblouissaient mutuellement. Alain Delon était là, vous pouvez voir sur les images, à ma première heure de vérité, la fameuse émission de France 2, 1991, pour me soutenir. Puis ensuite, il est revenu au Puy du Fou. Il a même joué dans la Ciné-Scénie. Oh. Oui, un soir. Quant à Brigitte Bardot, elle suivait notre émission jusqu'à ces temps-ci. Et elle m'envoyait des petits messages, dont certains sont passés dans des entretiens avec la presse. Tenez bon, il faut sauver la France. Avec les 2, sans qu'ils se concertent, nous parlions des arts de la scène. Et les 2 avaient la même expression, avec les mêmes mots. Aujourd'hui, il n'y a plus d'acteurs, il n'y a plus que des comédiens. Et les 2 disaient la même chose. Un acteur, c'est un état, un comédien, c'est un métier. Et ils ajoutaient, en lançant la même question, sans se concerter, où sont les metteurs en scène d'antan? Et en fait, les 2 s'envoyaient des compliments que je recueillais au passage
Alain Delon me dit un jour, Brigitte Bardot, c'est Vénus qui sort de sa conque de Botticelli. Un canon esthétique parfait. Et Brigitte, elle, me disait, le samouraï, c'est mon alter ego. C'est un monument historique. Un monument historique. Ensemble, on parlait de la France tuméfiée, mais ardente. On parlait du temps qui ronge. On parlait de la foule dégradante. Et on parlait aussi du mot de Madame de Staël, le deuil, la gloire et le deuil éclatant du bonheur. Et il arrivait que l'un et l'autre fendent l'armure, entrouvrent non seulement son cœur, mais son âme. Vous noterez d'ailleurs, c'est curieux, et moi ça m'a toujours frappé, j'ai parlé avec les deux de ce sujet, ils ont tenu à mourir avec leurs animaux de compagnie. Ils avaient tous les deux une dévotion pour la Sainte Vierge. Et tous les deux, ils ont fait une chapelle. L'un à Douchy, Alain, et l'autre à la Garrigue, Brigitte. Je vais vous faire une confidence. Alain, quand il est venu avec Solzhenitsyn, ils étaient dans ma maison. Et Alain me dit, est-ce que quelqu'un demain matin peut repasser mon costume? Et mon épouse m'a dit un peu plus tard, j'ai trouvé dans la poche gauche de son jean un petit crucifix en ivoire. Et là, je me suis souvenu que souvent Alain mettait la main comme ça dans sa poche, sa main gauche. Et en fait, c'était une manière discrète, pudique, échappant aux lumières du monde, de dire quelque chose, non seulement sur cette terre, mais dans l'au-delà. Et ça m'avait beaucoup touché. Quant à Brigitte, elle m'a raconté comment cette chapelle est née. Au bout d'un petit sentier de chèvre, disait-elle, un chemin de croix, un petit chemin de croix, face à la mer. Elle disait là, dans cet oratoire, je ressens une paix merveilleuse. Elle aussi avait une petite Sainte Vierge. Elle avait une dévotion pour la Sainte Vierge, un peu comme Édith Piaf. Voilà. Et quand mercredi, j'ai vu l'immense Mireille Mathieu entonner le Panis Angelicus. J'avais les larmes aux yeux, j'étais effondré. Et je me suis dit, le moment est venu pour moi de déposer moralement, par la pensée, en forme de cadeau ultime, devant le porche de Notre-Dame de la Garrigue, une enluminure de lavande dans un concert de cigales. Adieu, Brigitte. Merci Philippe de Villiers, merci beaucoup pour cette émission et pour ce retour et cette première de l'année. Encore une merveilleuse année à nos téléspectateurs qui sont heureux, j'en suis certain, de vous retrouver. À la semaine prochaine. Geoffroy, Philippe, restez avec nous puisque dans un instant nous reviendrons sur cette actualité qui est peut-être un tournant. Peut-être que la semaine prochaine nous parlerons dissolution et nouvelles élections législatives. Est-ce que je peux faire des vœux pour CNews ? En 10 secondes. Oui. Et il faut que CNews continue, comme vous le faites tous, vous êtes magnifiques, à être la chaîne de la parole de vie. Eh bien, écoutez, on continuera. Et je dis à tous les spectateurs et à tous les Français, si vous cherchez la parole de vie, c'est ici qu'elle est délivrée.